Le salon Congo de Pullman Hotel a servi de cadre pour abriter cette activité dénommée Think Tank RDC Stratégie, dit RC Partenariat Public-Privé Capacity Building 2023. Une activité placée sous le thème Partenariat public-privé, levier stratégique du développement du secteur des infrastructures en RDC. Au nom du ministre du Plan, empêché, Billy Chibambe, chargé des missions de ces ministères, a lancé officiellement cette activité en ces termes. Cette cérémonie de démarrage de la formation sur le partenariat public-privé organisée par le think tank RDC Stratégie. Cette formation vise le renforcement des capacités des cadres aussi bien du secteur public que privé dans le montage et l'exécution des projets de PPP. Le ministère du Plan, en sa qualité d'autorité chargée de la coordination du secteur du partenariat public-privé, encourage cette initiative qui concourt à la promotion du partenariat public-privé. Au nom donc de son Excellence Madame la ministre d'État en charge du plan, je tiens à féliciter le think tank RDC Stratégie et toutes les parties prenantes à l'organisation de cette activité. Au nom de son Excellence Madame le ministre d'État, ministre du Plan, je déclare ouvert les travaux de cette session de formation sur les partenariats publics-privés organisés par le think tank RDC Stratégie. Dans son mot de bienvenue, Bodom Matungu, le coordonnateur des think tank RDC Stratégie, a donné les objectifs que cette activité poursuit pour le développement de la RDC. Le think tank RDC Stratégie, comme vous le savez, est là pour favoriser et promouvoir l'émergence de la RDC à l'horizon 2040. Et dans ces cadres, nous organisons donc ces forums qui portent sur le partenariat public-privé. Il est ici donc question de pouvoir, premièrement d'abord, essayer de renforcer les capacités internes de nos structures, que ce soit publiques mais aussi de privées qui sont impliquées dans le partenariat public-privé. Comme vous le savez aujourd'hui, c'est un des instruments innovants aujourd'hui pour le financement des infrastructures. Et deuxièmement, nous voulons nous servir aujourd'hui des expériences des autres pays qui ont évolué en fait dans les cadres de financement de leurs projets d'infrastructure en partenariat public-privé. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui nous avons la présence du Gabon avec le représentant de l'unité PPP, les responsables de l'unité PPP du Gabon et les responsables de l'unité PPP de l'Égypte. Nous voulons aujourd'hui nous voir un peu quels sont ces retours d'expérience qu'ils ont sur les PPP. Et comme l'a dit le représentant de l'unité PPP de l'Égypte, c'est-à-dire nous dire aujourd'hui ce que nous devons éviter. Parce que notre loi PPP, c'est une loi jeune et nous voulons avancer dans ce domaine, mais le domaine des PPP est très complexe. Nous voulons donc voir derrière qu'est-ce qu'il faut éviter aujourd'hui comme erreurs des erreurs qui ont été commises par d'autres nations, mais aussi voir qu'est-ce que nous pouvons contextualiser et innover dans les cadres de ce type de partenariat public-privé. Parce que pour qu'un partenariat public-privé puisse marcher, il faut d'abord un dialogue public-privé. C'est ici aussi l'occasion de mettre le privé et les publics en table pour qu'ils puissent parler, mais aussi il faut qu'il y ait un dialogue public-public. Parce que deux fois, on assiste à une divergence et puis aussi chaque structure a ses projets, qui développe ses projets de son côté sans dialoguer avec les autres structures publiques. Donc nous voulons mettre en place ces dialogues public-privé, privé-privé, mais aussi public-public. Plusieurs pays ont pris part à ces assises, notamment l'Égypte, le Gabon, le Congo-Brazzaville, pour ne citer que ceux-là. C'est notre présence à cet atelier et cette invitation de M. Matungulu et du think tank aujourd'hui est encore une vision forte du Congo émergent qui permet effectivement de mettre devant tous les outils nécessaires au développement infrastructurel de ce pays. L'élément important, c'est l'homme. L'homme est au centre de tout. Vous avez des hommes bien formés, c'est des hommes qui permettent d'expliquer les mécaniques, c'est des hommes qui permettent effectivement de mettre en œuvre l'outil. Donc derrière, c'est le renforcement des capacités, donner une compréhension effectivement de la vision du Congo sur l'outil PPP et aussi par-delà de cela, c'est outiller les acteurs des administrations compétentes sur l'outil PPP et enfin donner la visibilité. Beaucoup de choses se font,
mais certainement, il n'y a pas une information, un relais d'information qui est mis. Donc cette journée permettra aussi de faire connaître aux autorités compétentes et aux administrations et aux personnes présentes qu'est-ce que le Congo fait aujourd'hui sur le PPP, qui y participe, comment mettons-nous en place cet instrument. Et naturellement, ça permettra de favoriser le lancement de cet outil qui, pour moi, est un outil fondamental sur la structuration du développement infrastructure de nos pays. The conference of today with the think tank is a very important event, and I believe that Congo DRC will benefit a lot out of this. For they will be able to exchange experiences and learn from all the lessons that we have done before. When we started our PP in Egypt, there were no PPs in Africa or in the Middle East. We were almost the first. So we've learned it the hard way. We've done a lot of mistakes, and actually I'm here to... Ça fait 17 ans que l'Égypte applique les programmes de partenariat public et privé. La conférence d'aujourd'hui est très importante pour la RDC. Nous sommes là pour dire au PPP de la RDC de ne pas commettre les mêmes erreurs que les partenariats publics-privés de l'Égypte a fait. Le PPP est très important pour le développement du pays. Nous avons étudié nos échecs des premiers projets pour mieux faire aujourd'hui. Sans l'accompagnement politique, le PPP n'aura pas de réussite. D'où l'implication du gouvernement s'avère d'une importance très capitale. There is no success for PPs. The political support is very important. However, the politicians that always need things to be done tomorrow. PPP project takes time. Tendering and awarding PPP project takes time. Takes something like almost 1.5 to 2 years. Débuté ce mercredi 8, ce programme de formation au partenariat public-privé sera clôturé le 13 novembre 2023 avec la remise des privés à tous les participants par l'organisation RDC Infrastructure en partenariat avec l'unité de coordination des partenariats publics-privés et la firme internationale Infragestion. Qui est secrétaire exécutif du comité. Pour frauder l'impôt, c'est justement de faire des activités offshore. Donc ça, il faut le savoir. Fiscalité et climat des affaires en République démocratique du Congo, c'est le thème que le Cercle des étudiants en économie politique et industrielle de la Faculté des sciences économiques et gestion de l'Université de Kinshasa a organisé dans le but de sensibiliser la communauté universitaire sur le climat des affaires en RDC. Le mot de bienvenue a été exécuté par les autorités académiques et la présentation du CERPI par son président Dani Mukendi. La fiscalité et le climat des affaires, c'est une question qui a beaucoup de défis mais aussi beaucoup d'opportunités dont l'État dispose pour les différents investisseurs, tant nationaux qu'internationaux. Alors c'était pour nous un moment très crucial, très bénéfique, de capitalisation des expériences, surtout en matière de la fiscalité mais aussi du climat des affaires en République démocratique du Congo. Nous pouvons recommander aux contribuables, mais aussi aux entreprises. Oui, ce que nous pouvons recommander, c'est que les entreprises qui œuvrent ici en RDC puissent au moins être à mesure de payer de manière efficace leurs impôts. Question de renforcer ou encore d'améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. Prenant la parole, le conférencier du jour, Roch Bachala, coordonnateur de la cellule climat des affaires de la présidence de la RDC, a défini le climat des affaires comme étant l'ensemble des facteurs spécifiques qui déterminent les opportunités et les incitations pour les entreprises à investir d'une manière productive, à se développer et créer des emplois. Il a par ailleurs défini la fiscalité comme étant l'ensemble des règles et des lois qui constituent le cadre fiscal d'un État. Il explique ici les avancées du climat des affaires en RDC grâce à la bonne volonté de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, en ces termes. Comme vous le savez, la question du climat des affaires est une problématique que le chef de l'État porte à cœur. Il veut favoriser la valorisation
du potentiel économique de notre pays. Et pour ce faire, le climat des affaires occupe une place centrale. Donc c'est pour ça que je suis venu m'entretenir avec eux sur toutes les initiatives en faveur de l'amélioration du climat des affaires qui ont été menées tout au courant de son quinquennat, en mettant un accent particulier sur la fiscalité, puisque récemment au mois de juin, il y avait sous son autorité et sous sa présidence, il avait été présenté les résultats de la première enquête du baromètre national du climat des affaires. Et donc c'est à ce titre-là que, dans le cadre également des formations, de la contribution à l'éducation des étudiants en RDC, j'ai été sollicité pour intervenir sur ce thème et sensibiliser davantage sur la politique menée par l'État à ce niveau. Ce que la population peut retenir, c'est que les choses changent véritablement à RDC, c'est qu'il y a une véritable dynamique sous l'autorité du chef de l'État avec l'accompagnement du gouvernement d'améliorer sensiblement le climat des affaires, et qu'aujourd'hui, au travers d'un dialogue public-privé transparent, l'État sait produire des politiques adaptées aux problématiques des opérateurs et aux besoins, les ajuster suivant les nécessités en cause. Et pour la matinée, l'après-midi d'aujourd'hui, il était essentiellement question d'échanger sur ce qui concerne la fiscalité. Cette conférence s'est clôturée avec le jet de questions et réponses entre les conférenciers et les participants. Le président. Eh bien, veuillez constater solennellement. Aujourd'hui, si particulièrement je suis devant vous, c'est premièrement pour vous amener notre message le plus capital et inviter particulièrement la jeunesse de la ville-province de Kinshasa sur l'initiative de notre président Moïse Mbundongo, une activité qui vise particulièrement à réveiller, à sensibiliser et surtout à mettre la jeunesse face aux responsabilités patriotiques, où le bureau a initié un projet qui vise à réveiller leur conscience déjà demain au niveau de la salle du spectacle du Palais du Peuple, une activité dénommée « Jeunesse face aux enjeux électoraux ». Pourquoi jeunesse face aux enjeux électoraux? Déjà, on doit comprendre qu'en République démocratique du Congo, de plus en plus, c'est plus de la jeunesse qui participe d'une manière active et majoritaire à la processus électoraux. Et nous avons tout simplement compris que c'est plus la jeunesse qui est plutôt victime à la manipulation politique des acteurs politiques. C'est pourquoi nous avons initié ce projet qui est une activité patriotique sous la leadership du président Moïse Mbundongo, afin d'inviter la jeunesse congolaise, particulièrement de la ville-province de Kinshasa, à participer à une activité patriotiquement dénommée Jeunesse face aux enjeux électoraux. Nous voulons, grâce à cette activité, réveiller la conscience de la jeunesse de la ville-province de Kinshasa, les responsabiliser à voter d'une manière responsable et utile, et surtout à mettre des barrières, et surtout à leur faire comprendre, et surtout à réveiller leur conscience, en ne pas être manipulés par des acteurs ou par des gens qui ont toujours tendance à diviser la jeunesse pendant le moment des élections. Et déjà, on doit comprendre, le Conseil, c'est une organisation purement technique qui regroupe la jeunesse de la ville-province de Kinshasa au niveau provincial et national au niveau provincial. Nous sommes là comme pont afin de transmettre les désirata, le plaidoirie ainsi que les problématiques que la jeunesse font face auprès des autorités, afin de leur permettre d'avoir l'idée pour prendre des mesures adaptées aux réalités sur le terrain. Au total, plus de 2000 nouveaux inspecteurs et contrôleurs du travail récemment recrutés sur concours parmi plus de 26 000 candidats suivent du 6 au 18 novembre 2023 une formation de mise à niveau organisée par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers dont le Bureau international du travail, BIT. Le go de cette session de formation qui se déroule de manière simultanée dans 6 différents sites à travers la RDC, à savoir Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Goma, Mbandaka et Mbujimaï, a été donné ce lundi par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doucy Mwakembe. C'était au magnifique village Vénus à Bibois,
dans la commune d'Ntsele à Kinshasa, choisi comme site de formation pour plus de 900 lauréats issus de la capitale, du Congo central et de l'espace Grand Bandundu. Occasion pour la patronne de l'emploi en RDC, affectueusement appelée Mamani Mama, de saluer les efforts déployés par le gouvernement des Warriors sous l'impulsion du chef de l'État pour l'aboutissement du processus de la réforme de l'inspection générale du travail. Je voudrais d'abord rendre de vibrants hommages à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, l'homme qui a initié de grandes réformes et qui veut d'un Congo solidaire, un Congo uni, un Congo développé, avec des Congolais bien à leur place et bien considérés. Auparavant, dans son monde de bienvenue, Jean-Paul Mboma Mayoukou, inspecteur général du travail ad intérim, avait expliqué les différents modules des enseignements qui seront dispensés conformément aux normes internationales par quelques inspecteurs expérimentés, formés par l'OIT et par d'autres experts du monde du travail en République démocratique du Congo, parmi lesquels les enseignants des universités. C'est le docteur Yves Nkuluzola, ministre de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Cohésion nationale, qui a clôturé ce premier conclave de la jeunesse de la République démocratique du Congo, qui a réuni tous les présidents provinciaux, territoriaux et urbains d'une part, et les associations, mouvements citoyens membres du Conseil national de la jeunesse d'autre part. C'est autour du thème la jeunesse et les élections que les jeunes Congolais ont cogité durant 3 jours, où les recommandations ont été lues par l'ambassadeur William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse de la RDC, en ces termes. Cette activité avait pour objet principal de ramener les jeunes à s'approprier du processus électoral et d'élire à la présidentielle un candidat capable de prendre en compte et de résoudre ces problèmes, d'élire utile, surtout les candidats jeunes à tous les niveaux des scrutins. Conscient de son rôle dans cette phase importante de l'histoire du pays, la jeunesse s'engage à participer activement et massivement dans le renouvellement de la classe politique, car l'actuelle classe politique a montré ses limites. À la jeunesse congolaise de s'approprier le processus électoral en cours en vue de favoriser un climat de paix, de sécurité et de l'unité nationale avant, pendant et après les élections. Car notre vie en dépend. Au cours de ces assises, le ministre de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté, a encouragé le jeune candidat aux élections de décembre et promet son soutien indéfectible. Je suis très heureux parce que les jeunes ont choisi un moment important de la vie de notre pays, qui est le moment du processus électoral, pour réfléchir sur le devenir de notre pays, mais également sur l'action et la participation des jeunes aux élections qui pointent à l'horizon. Je joins à ces vœux ma reconnaissance à son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement, pour la matérialisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, et j'en profite pour vous présenter ses excuses, car il est appelé à d'autres responsabilités, mais il m'a même rappelé, je l'ai dit au Président, qu'il a entendu l'appel du CNJ et il y répond. Débuté le lundi 30 octobre, ce premier conclave de la jeunesse congolaise s'est clôturé le mercredi 1er novembre 2023 dans une ambiance électrique.
c'est une joie d'abord pour nous parce que c'est une première de l'histoire. Il est toujours important que les jeunes se mettent ensemble pour parler et décider de leur avenir. Et cette occasion-là ne nous a jamais été donnée. Et aujourd'hui, au moins par l'entremise du président national du Conseil qui a initié ces conclaves, et c'est pourquoi nous sommes là pour parler jeunes et surtout dans les sujets principaux qui est jeunesse et élection. La jeunesse de la ville-province de Kinshasa, le message serait juste jeune, vote jeune. Et il faut bien savoir choisir les jeunes compétents, les jeunes capables et les jeunes intellectuels pour que nous puissions démontrer à la face du monde de quoi est-ce que la jeunesse est capable. Et les changements demain sera possible si nous avons une jeunesse à la tête de ces pays ou à la tête des institutions. Pendant 3 jours, nous avons parlé sur le développement du pays. Nous avons décidé sur l'avenir de ces pays, c'est-à-dire réfléchir comment la jeunesse doit participer au développement de notre pays. Voilà pourquoi nous sommes très contents parce que les recommandations d'ici de ces 3 jours de réflexion et d'échange avec les jeunes de la République du Congo seront remis au président de la République et ensemble nous avons décidé de lutter contre la manipulation des jeunes avant, pendant et après le processus électoral dans la République du Congo et surtout dans nos provinces d'où nous venons pour représenter et faire l'honneur de nos jeunes que nous représentons. C'est juste un grand rendez-vous qui a réuni les jeunes venant de tout le territoire, de toutes les provinces. Et vraiment, c'est un sentiment vraiment de joie pour nous, les présidents provinciaux, de se retrouver à Kinshasa, échanger sur les enjeux électoraux. On est donc complètement satisfait par rapport à ce qui s'est passé. Nous félicitons d'abord les initiateurs de ces conclaves. Nous voulons que cette jeunesse puisse donner la confiance, renouveler la confiance à son Excellence Fatih Béton pour qu'il ait maintenant son 2e mandat et un mandat qui va encore permettre à ce qu'il puisse achever le projet de développement dans notre province de Bazouélé. D'abord, la première des choses, c'est que c'est un exercice louable de voir des jeunes se réunir, ça fait 20 ans, voir comment est-ce qu'ils peuvent saisir l'opportunité de s'organiser et défendre les intérêts de la jeunesse. Mais si je peux dire un mot à nos amis de la REC et COSA, c'est que nous devons travailler de manière unie. Si une nation essaie de fonctionner avec des désaccords, ne pourra pas être unie. Alors, à la REC et au COSA, nous conseillons l'unité et nous conseillons que la gestion puisse être modernisée pour qu'aujourd'hui, demain, le lendemain, cette association, ces groupes de jeunes qui veulent voir les intérêts de la jeunesse et surtout les intérêts des étudiants être respectés, puissent investir dans leur développement, développer des mécanismes de gestion qui puissent être modernes, développer des mécanismes de contrôle de gestion qui puissent être modernes. En fait, ce que je vais dire, c'est que les associations de ces gens doivent fonctionner comme des entreprises afin de permettre à ce que ce soit pérenne. Parce que si tel comité gère, s'en va avec le passif et les actifs, et un autre comité arrive sans passif, mais seulement avec les actifs, cette entreprise-là ou bien cette organisation-là est appelée à disparaître. Aujourd'hui, j'appelle le comité entrant, le COSA REC et le comité entrant qui gère aujourd'hui la REC, de travailler dans un élan administratif, c'est-à-dire organiser la gestion, organiser les managements pour qu'aujourd'hui, quand ils partent, qu'ils puissent léguer des histoires non périssables, qu'ils puissent léguer des actifs visibles, matériels, pour que les générations futures, quand ils viendront, puissent les louer comme nous avons loué aujourd'hui les pères fondateurs de cette structure. C'est un peu le conseil que je peux donner aux amis. Nous tenons par ici féliciter le comité des sages de la représentation des étudiants du Congo, ce nouveau comité qui vient d'être installé. Vous savez très bien que la jeunesse estudiantine représente une force et que laisser cette jeunesse s'organiser,
justement, c'est vouloir un lendemain meilleur pour notre pays. Nous, en tant que président de la jeunesse du Congo, il était pour nous impérieux de venir donner un main d'association, d'encouragement et de félicitations à ce nouveau comité des sages de la représentation des étudiants, auquel nous avons d'ailleurs souhaité un fructueux mandat. Et sans ignorer, nous sommes pendant une année électorale, pour ne pas dire les mois qui vont devoir nous amener vers les élections de décembre. Il est également question pour nous de conscientiser cette jeunesse à la prise de conscience, surtout pendant cette période, afin de ne pas se laisser manipuler, mais de regarder l'avenir de ces pays en face et de pouvoir travailler d'arrache-pied pour donner à ces pays le meilleur d'eux-mêmes en tant que jeunes. Et l'occasion faisant, nous avons invité les jeunes à soutenir les ambitions des jeunes qui se sont présentés à ces élections de décembre, mais également aussi à repasser en revue toutes les actions posées par le commandant suprême, le chef de l'État, en faveur et pour le compte de cette communauté de la jeunesse appelée la jeunesse exidiantine. Plusieurs actions ont été posées, notamment la mise en place d'une société de transport appelée Transacademia, la construction de plusieurs nouveaux bâtiments dans plusieurs sites universitaires et instituts supérieurs, mais également aussi la réhabilitation des homes de plusieurs universités et instituts supérieurs de notre pays. Tout cela va au bénéfice de cette jeunesse estudiantine et nous avons demandé un soutien sans précédent à la vision éclairée et surtout au développement de notre pays. Merci beaucoup. Communauté qui ne reconnaît pas les ordres spirituels, ok? Quant à la reconnaissance de ceux qui ont posé le premier pierre, ok? C'est une communauté qui est vouée à l'échec parce que la vie a ce principe de nature et de spiritualité. Donc cette reconnaissance, c'est un acte tellement reconnu par des ancêtres aussi qui nous attendent, qui nous gouvernent dans le firmament. Donc nous ne pouvons que faire une bénédiction pour la continuité. Moins la démocratie au sein de notre structure, nous avons déjà 20 ans de survie de la REC et nous comptons à présent 20 présidents. Ça veut dire que la démocratie règne au sein de notre structure. Nous ne pouvons que féliciter l'équipe qui vient de prendre les flambeaux maintenant. Nous voulons que la REC aille de l'avant. Comme nous l'avons toujours dit, la REC c'est une famille. C'est une force. L'unité doit régner au sein de la REC. Alors, nous félicitons, nous remercions l'organisation et nous voulons seulement que la REC aille de l'avant, que les étudiants se retrouvent, que les anciens se retrouvent. Voilà ce dont nous avons besoin. Alors, nous voulons seulement voir la REC aller de l'avant. Voilà ce que nous pouvons commenter.